Salut à tous! Nous sommes le 14 mai 2026 et l'élément le plus important à être ressorti de la première session bilatérale entre le président Trump et le président chinois Xi Jinping au Grand Palais du Peuple à Pékin n'est pas ce à quoi quiconque s'attendait en entrant dans cette salle. Ce n'est pas le commerce. Ce ne sont pas les 200 Boeing 737 MAX que la Chine vient d'acheter dans ce qui est probablement la poignée de main diplomatique la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation. Évidemment, dans l'univers trumpiste, même une poignée de main doit venir avec une étiquette de prix assez énorme pour ressembler à un accessoire de campagne. Ce n'est pas l'engagement d'acheter 600 000 barils de pétrole brut américain par jour pour une valeur d'environ 10 milliards de dollars par mois au prix actuel. Ce n'est pas l'avertissement explicite de Xi à Trump, selon lequel Taïwan est son dossier numéro 1, et qu'une mauvaise gestion de cette question pourrait pousser les deux nations vers ce que Xi a appelé des affrontements, voire des conflits. Tous ces développements comptent, tous vont remodeler pendant des années certaines relations bilatérales précises, mais aucun d'eux n'est la phrase qui change toute l'architecture stratégique du conflit iranien en une seule session bilatérale. La phrase qui change tout est celle-ci. Les deux nations ont convenu officiellement, publiquement, dans la même salle, que l'Iran ne pourra jamais posséder l'arme nucléaire et que le détroit d'Ormuz doit être ouvert pour l'énergie mondiale. Cette phrase doit être comprise avec tout le poids qu'elle porte. La Chine, le plus grand client pétrolier de l'Iran. Le pays qui achète environ 6 millions de barils de brut iraniens chaque jour. Le pays qui a fourni une couverture diplomatique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays qui a été la boue économique, maintenant la République islamique à flot pendant la campagne de pression extérieure la plus intense de ces 47 années d'histoire, vient de s'asseoir avec les États-Unis d'Amérique et de cosigner simultanément deux des lignes rouges centrales de Washington sur l'Iran. Pas une seule, les deux. Pas d'armes nucléaires. Le détroit doit rouvrir. Pour le circuit des porte-voix pro-Trump, c'est le genre de formule qu'on polite habituellement jusqu'à ce qu'elle brille plus fort que la politique qui se trouve derrière. C'est pas de l'ambiguïté stratégique, c'est pas de la neutralité. Ce n'est pas la position soigneusement calibrée du deux côtés que le langage du ministère chinois des Affaires étrangères produisait depuis le 28 février. C'est Pékin qui s'aligne explicitement sur la position américaine concernant les deux enjeux qu'Ahmad Vaidi et la structure de commandement du CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique, traitent comme des conditions non négociables de survie institutionnelle depuis le début du cessez-le-feu. Et la réponse de l'Iran à cet alignement, lancé dans les heures suivant le résultat de cette première session du sommet, a été d'entamer un exercice militaire de 5 jours appelé Martyr Commander. Un pays vient de changer tout le champ de bataille diplomatique de ce conflit. L'autre a nommé un exercice militaire d'après des morts. Cette asymétrie dit tout sur la direction que prendra ce conflit. Cela donne aussi aux commentateurs alignés sur Trump la géométrie télévisuelle parfaite. D'un côté, une table de sommet, de l'autre, un nom d'exercice dramatique, et tout le monde fait semblant que l'habillage graphique est la stratégie. Mais la pleine signification du résultat de la première session du sommet de Pékin ne devient claire qu'en revenant aux fondations de la crise. Pour comprendre pourquoi il s'agit du développement unique le plus important depuis le début de l'opération Epic Fury, le 28 février, et pourquoi il modifie le calcul de survie du CGRI d'une manière qu'aucune action militaire n'a encore accomplie, il faut d'abord comprendre les mathématiques de l'énergie. Ces mathématiques de l'énergie rendent la position de la Chine non seulement importante sur le plan diplomatique, mais économiquement dévastatrice pour le trésor de guerre du CGRI. La logique institutionnelle précise derrière la structure de commandement de Vaidi compte aussi parce qu'elle rend cette structure à la fois l'acteur le plus dangereux du théâtre et le plus structurellement vulnérable à la pression que le changement de position de Pékin introduit. Voici où en sont les choses. Au 14 mai 2026, la Chine importe 6 millions de barils de pétrole brut par jour, un sommet historique en date de 2025. L'Iran fournit environ 6 millions par jour, soit approximativement 1 baril sur 7 brûlés par la Chine, livré avec un rabais profond parce que l'Iran n'a
aucun autre acheteur capable d'absorber un tel volume et aucun autre grand client prêt à accepter le risque de sanctions secondaires qu'implique l'achat de brut iranien. Cet arrangement à rabais, estimé entre 8 et 10 dollars par baril sous le prix du Brent, a été le mécanisme de survie économique de l'Iran pendant toute la période de blocus. C'est le canal par lequel le CGRI a transformé son pétrole piégé en liquidité qui paie ses soldats, finance les opérations du Hezbollah, finance le réapprovisionnement en munitions des Houthis, soutiennent son appareil de répression intérieure et maintiennent la fiction selon laquelle le régime dispose d'alternatives économiques viables à un accommodement avec Washington. La Chine a simultanément acheté du brut américain, désormais engagé à environ 600 000 barils par jour dans la première session du sommet, pour une valeur proche de 10 milliards de dollars par mois au prix actuel. Et Xi Jinping a déclaré publiquement pendant cette première session du sommet que la Chine s'oppose à la militarisation du détroit d'Ormuz et à toute tentative iranienne d'imposer des droits de passage aux navires commerciaux qui transitent par cette voie maritime. Pékin paie donc simultanément davantage Washington pour du pétrole, tout en s'opposant publiquement aux mécanismes précis que l'Iran utilise pour extorquer l'industrie maritime mondiale à travers son système de péage et son exigence d'autorisation par courriel de la Persian Gulf Strait Authority. Ce n'est pas un ajustement diplomatique subtil, c'est la Chine qui quitte la pièce où elle se tenait entre l'Iran et toutes les conséquences de la pression économique et militaire américaine. Et les mathématiques de l'énergie de cette sortie, lorsqu'elles atterriront pleinement dans la comptabilité du trésor de guerre du CGRI, seront plus dévastatrices pour la capacité d'endurance de l'Iran que n'importe quelle frappe aérienne menée par l'armée américaine dans ce conflit. Ce qui est peu pratique pour l'habitude des conférences de presse à la Trump, où chaque problème semble pouvoir se régler en disant « pression maximale assez fort dans un micro ». Les chiffres précis compte parce que c'est dans ces mathématiques de l'énergie que réside réellement le levier de la Chine et c'est là que la vulnérabilité du CGRI est la plus quantifiable et la plus irréversible une fois qu'elle se manifeste pleinement. La Chine importe 6 millions de barils par jour. L'Iran fournit 6 millions de ces barils. Le rabais auquel l'Iran vend, 8 à 10 dollars par baril sous le Brent, est le rabais d'un fournisseur qui n'a absolument aucun autre acheteur à volume comparable et aucun levier pour exiger un meilleur prix du seul acheteur qui lui reste. L'Iran ne peut pas quitter la Chine. La Chine peut quitter l'Iran. Les réserves stratégiques de pétrole de la Chine s'élèvent à environ 1,4 milliard de barils à la fin de 2025, ce qui représente à peu près 4 mois de couverture totale des importations. Sur un horizon de 6 à 12 mois, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Brésil, la Russie et les États-Unis pourraient collectivement absorber la majeure partie des 6 millions de barils par jour que la Chine obtient actuellement de l'Iran. L'Arabie Saoudite à elle seule, avec l'oléoduc Est-Ouest en fonctionnement et Aramco à des niveaux de production élevés, dispose d'une capacité additionnelle importante qu'elle a retenue en attendant un environnement de marché normalisé. Les Émirats arabes unis, avec l'oléoduc de Fujairah à pleine capacité opérationnelle, déplacent déjà 5 millions de barils par jour autour du détroit, entièrement hors de portée d'une interdiction iranienne. L'architecture d'approvisionnement de rechange existe, le coussin des réserves stratégiques chinoises existe. Ce qui manquait jusqu'au Grand Palais du Peuple, le 14 mai 2026, c'était la volonté politique de déployer le levier que les mathématiques décrivent. Cette volonté politique est maintenant en train d'arriver. Pas du jour au lendemain, pas en une seule session de sommet. Mais elle arrive avec suffisamment de clarté publique pour que chaque modèle financier utilisé par le CGRI dans son calcul d'endurance exige désormais une révision à la baisse du calendrier qu'il prévoyait. L'exercice Martyr Commander révèle la posture stratégique actuelle du CGRI, parce que le nom donné à un exercice militaire est en soi une communication stratégique, et ce nom particulier communique quelque chose de très précis sur l'état interne de l'organisation qui le mène. Les exercices militaires portent des noms liés à des objectifs opérationnels lorsque l'organisation qui les mène est confiante et tournée vers l'adversaire. Les exercices militaires portent des noms de commandants martyrs lorsque l'organisation qui les mène est tournée
vers l'intérieur, vers sa propre légitimité institutionnelle et la loyauté de son personnel. Martyr Commander ne communique rien à la marine des États-Unis sur la doctrine tactique du CGRI, ses procédures d'emploi des armes, ses protocoles de commandement et de contrôle ou ses seuils d'escalade. Il communique aux soldats, aux officiers et aux commandants régionaux du CGRI que la direction actuelle s'inscrit dans la tradition du martyr révolutionnaire et que combattre dans les conditions actuelles porte la même légitimité institutionnelle que combattre pendant la guerre Iran-Irak, dans les campagnes par procuration au Liban et au Yémen, et dans toutes les opérations qui ont produit les commandants martyrs évoqués par le nom de l'exercice. C'est une communication de renforcement de la loyauté. C'est le genre de message institutionnel qu'une organisation produit lorsque sa cohésion interne est soumise aux mêmes pressions qui produisent ses difficultés externes. L'étranglement économique réduit les salaires. Les défaites sur le champ de bataille réduisent le moral. La consolidation interne du pouvoir réduit la confiance institutionnelle entre les factions qui perdent de l'influence au profit de la centralisation de Vaidi. Ces trois vecteurs de stress opèrent simultanément à l'intérieur du CGRI en ce moment. L'exercice Martyr Commander est la réponse du commandement à ces trois vecteurs en même temps. C'est pas une menace militaire contre la coalition, c'est une performance de loyauté pour une organisation dont la solidarité interne ne peut pas être présumée dans les conditions actuelles. La consolidation du pouvoir d'Ahmad Vaidi est centrale dans cette situation parce que les gestes précis qu'il a posés au cours des dernières semaines représentent un coup militaire qui a progressé beaucoup plus loin à l'intérieur de l'État iranien que ne le suggérait n'importe quelle analyse publique des déclarations du gouvernement civil nominal. Vaidi a empêché le président Pezeshkian de procéder à des nominations au cabinet. Il a déployé des loyalistes pour surveiller les contacts diplomatiques du ministre des Affaires étrangères, Araghchi, et pour signaler au commandement toute flexibilité ou concession s'écartant de la position de négociation approuvée par le CGRI. Il a déclaré qu'en conditions de guerre, tous les postes critiques et sensibles seraient gérés directement par les gardiens de la révolution jusqu'à nouvel ordre. Le président civil de l'Iran ne peut pas nommer ses propres ministres, ne peut pas mener de négociations diplomatiques sans supervision du CGRI et ne peut pas parler au guide suprême nominal sans passer par le conseil militaire qui entoure Mojtaba Khamenei et contrôle le flux d'informations qui lui parvient. C'est cette structure de commandement que le résultat de la première session du sommet de Pékin vient de placer dans une position stratégique que la logique institutionnelle de Vaidi ne peut pas gérer avec succès. La raison est simple. La stratégie de survie du CGRI exige le maintien du récit de guerre. La guerre justifie la domination du CGRI sur la gouvernance iranienne. La guerre crée les conditions dans lesquelles le contrôle du CGRI sur 40% de l'économie intérieure iranienne, ses infrastructures de télécommunications, ses opérations portuaires, ses relations bancaires et son appareil de répression devient institutionnellement défendable. La responsabilité en temps de paix est la menace existentielle du CGRI, pas les frappes aériennes américaines. Une paix négociée qui inclut des moratoires nucléaires, un allègement des sanctions conditionnées au respect des engagements nucléaires et la réouverture du détroit au commerce international produit la question à laquelle le CGRI ne peut pas répondre dans un environnement d'après-guerre. Pourquoi une organisation militaire contrôle-t-elle l'économie nationale ? Qu'est-ce qui justifie son existence comme autorité dirigeante de facto de l'État iranien une fois que la menace qui la justifie a été résolue ? Vaidi le comprend. L'exercice Martyr Commander est sa réponse. Garder la guerre en vie, garder le récit de menaces vivant, garder le CGRI indispensable. Et la Chine vient de rendre cette stratégie beaucoup plus coûteuse à exécuter en cosignant les lignes rouges américaines que cette stratégie dépend précisément d'empêcher d'être appliquée. C'est la partie embarrassante pour le chœur médiatique loyal à Trump. Le slogan est simple, mais la machinerie en dessous est brutalement compliquée. Les trois leviers de la Chine doivent être compris avec précision parce que ce sont les mécanismes par lesquels Pékin peut accélérer la résolution du conflit d'une manière que le blocus et la posture militaire seuls n'ont pas encore réussi à produire selon le calendrier souhaité par l'administration.
Chaque levier agit par un canal différent de vulnérabilité iranienne, avec un horizon temporel différent et un degré de réversibilité différent. Le premier levier est la réduction des achats de pétrole iranien. L'Iran vend à la Chine avec de profonds rabais parce qu'il n'a nulle part ailleurs où écouler le volume que la Chine absorbe. Les 600 000 barils par jour de brut américain engagés lors de la première session du sommet amorçant le processus de substitution qu'une réduction complète exigerait. Chaque baril que la Chine achète aux États-Unis, à l'Arabie Saoudite, à l'Irak ou au Brésil est un baril qui n'est pas acheté à l'Iran. La substitution ne se fait pas du jour au lendemain. Les infrastructures d'importation de la Chine, les configurations de ses raffineries, sa logistique maritime et ses contrats d'achat iraniens existants créent tous une inertie contre un changement rapide. Mais le signal directionnel est maintenant établi publiquement et officiellement dans la même salle que le président américain. Et les signaux directionnels sur les marchés des matières premières, surtout lorsqu'ils viennent du plus grand acheteur unique de pétrole brut au monde, ne restent pas théoriques très longtemps. Au moment où les négociants pétroliers chinois, les responsables des achats des entreprises d'État et les coordonnateurs logistiques portuaires commencent à opérationnaliser le signal directionnel du sommet, les projections de revenus pétroliers iraniens commencent à être révisées à la baisse dans les modèles utilisés par les conseillers économiques de Vaidi, combiné à une perte de 500 millions de dollars par jour liée au blocus, qui s'accumule déjà quotidiennement, l'opérationnalisation du premier levier comprime, la fenêtre d'endurance de 3 à 4 mois estimée par la CIA d'une marge que la comptabilité interne du CGRI ressentira en quelques semaines. Le deuxième levier est le retrait de la couverture diplomatique chinoise dans les forums internationaux, à moins que l'Iran ne revienne à de sérieuses négociations nucléaires. Pendant des mois, les vétos de la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU, aux côtés de la Russie, ont été le mécanisme empêchant le consensus international autour de la responsabilité iranienne de produire une pression multilatérale contraignante. La déclaration publique de Xi contre les péages iraniens et la militarisation du détroit marquent le début de l'érosion de cette couverture. Lorsque Pékin cesse de bloquer automatiquement au Conseil de sécurité, l'environnement juridique et institutionnel international entourant la conduite maritime iranienne change d'une manière qui complique chaque mouvement opérationnel que le CGRI exécute dans le détroit. Les navires de pays qui étaient auparavant dissuadés de contester les demandes de péage iraniennes par l'absence d'une position internationale unifiée disposent maintenant d'un appui pour transiter avec le soutien d'un Conseil de sécurité qui n'est plus divisé sur la question de savoir si les péages iraniens constituent une violation du droit maritime international. Le deuxième levier n'exige pas que la Chine fasse quoi que ce soit d'actif, il exige que la Chine cesse de faire quelque chose qu'elle faisait de façon réflexe. Et l'arrêt de cette couverture diplomatique réflexe, une fois établie comme nouvelle position par défaut de Pékin, est beaucoup plus durable qu'un soutien actif ne le serait, parce qu'il s'aligne avec les véritables intérêts commerciaux de la Chine dans un détroit ouvert, plutôt que contre eux. Le troisième levier est celui qui réécrirait entièrement les règles de la puissance navale dans le détroit, la marine de l'armée populaire de libération, escortant des convois battant pavillon chinois dans le détroit d'Ormuz, une frégate de la marine chinoise accompagnant un convoi de pétroliers chinois signalerait simultanément le refus de Pékin de payer les droits de passage iraniens, son refus d'accepter un cadre sécuritaire exclusivement américain dans cette voie maritime et son affirmation d'une présence navale indépendante dans un théâtre que le blocus américain a effectivement administré comme une zone opérationnelle exclusivement américaine. Pour un mouvement qui adore déclarer que tout est sous contrôle, le camp Trump pourrait découvrir que le contrôle a une autre apparence lorsqu'une autre marine commence à écrire sa propre chorégraphie. Ce ne serait pas un acte hostile envers les États-Unis. Dans le contexte de l'accord issu de la première session du sommet, ce serait une application conjointe de la position convenue selon laquelle le détroit doit rester ouvert au commerce international, menée par des moyens navals chinois plutôt que d'exiger une présence navale américaine supplémentaire dans un théâtre déjà à son déploiement durable maximal. C'est l'option sismique, moins probable à court terme que
les leviers 1 et 2. Mais le fait que le sommet ait produit un accord public sur la réouverture du détroit, avant que la question de qui applique cette réouverture soit définitivement résolue, signifie que le déploiement éventuel du troisième levier dispose d'une fondation diplomatique qui n'existerait pas sans le résultat précis de cette première session. La doctrine maritime réelle du CGRI dans le détroit compte parce que comprendre ce que l'exercice martyr-commandeur est susceptible de répéter exige de comprendre la doctrine qui constitue la dernière carte opérationnelle restante du CGRI dans le théâtre d'Ormuz. La doctrine maritime du CGRI n'a jamais été conçue pour gagner un engagement naval conventionnel. Toute son architecture opérationnelle a été construite autour d'un objectif différent et plus atteignable. Augmenter le coût du transit par le détroit assez haut pour que le transport maritime commercial refuse d'entrer dans cette voie, indépendamment du résultat militaire de n'importe quel engagement précis. Le CGRI n'a pas besoin de couler un porte-avions pour atteindre son objectif stratégique. Il n'a pas besoin de vaincre un destroyer dans un engagement prolongé. Il doit pousser les tarifs d'assurance à Londres, Singapour et New York, jusqu'au point où les calculs actuariels de l'assurance voyage rendent le transit par le détroit commercialement non viable pour les compagnies de fret, dont les navires ne peuvent pas opérer sans couverture. C'est le genre de pression invisible que le message politique à la Trump déteste le plus, parce qu'elle ne peut pas être photographiée à côté d'un drapeau, ni transformée en slogan de 3 mots. Des vedettes rapides armées de missiles antinavires menaçant des pétroliers à courte distance sans avertissement, surgissant de grottes côtières et de la géographie insulaire, avant que l'acquisition radar puisse fournir un temps de réponse suffisant. Des mines dans les chenaux navigables qui augmentent la probabilité de dommages à la coque à des niveaux que les assureurs maritimes ne peuvent pas couvrir à des primes commercialement viables. Des missiles Nour basés à terre, d'une portée de 100 000, capables d'engager des pétroliers avant leur entrée dans la section la plus étroite du détroit, large de 20 et 1 000, depuis des positions que la force attaquante n'a jamais besoin d'exposer à une contre-attaque. Des SM de drones Shahed que les compagnies de fret et leurs assureurs ne peuvent pas écarter comme improbables, compte tenu de ce que le CGRI a déjà démontré qu'il était prêt à déployer contre les infrastructures pétrolières des Émirats arabes unis pendant un cessez-le-feu nominal. Cette combinaison n'a pas besoin de produire un taux élevé de destruction de navires pour être stratégiquement efficace. Elle doit produire une probabilité d'engagement suffisamment élevée dans le calcul du risque commercial pour que les assureurs retirent leur couverture des transits par le détroit, rendant chaque voyage commercial par cette voie maritime financièrement impossible, peu importe la volonté du capitaine du navire de courir le risque physique. C'est le mécanisme qui a produit l'arrêt du gaz naturel liquéfié du Qatar, les terminaux fantômes de l'île de Karg, les 230 pétroliers non iraniens piégés et l'horizon de prix élevé sur 2 à 3 ans projeté par le ministère de l'énergie du Qatar. Et c'est le mécanisme que la chaîne de frappe américaine, les 53 FSIS à Prince Sultan, les sorties d'entraînement des Bunby au-dessus de la Méditerranée orientale, l'architecture d'application du blocus du CENTCOM et les hélicoptères d'attaque Tiger de la France sont tous précisément positionnés pour vaincre en rendant le coût par bateau du CGRI pour exécuter cette doctrine plus élevée que la valeur commerciale que cette exécution pourrait plausiblement générer pour le régime. La contribution des hélicoptères Tiger français mérite une analyse plus détaillée que celle fournie par la plupart des couvertures, parce qu'elle ajoute une couche précise à l'architecture défensive de la coalition qui traite le problème économique à son niveau le plus fondamental. L'hélicoptère d'attaque Tiger de la France transporte un canon de 30 mm et 20 nacelles de roquettes et a été spécifiquement testé contre des menaces de drones de type iranien lors d'exercices menés aux Émirats arabes unis en mars 2026. L'efficacité du Tiger contre des drones lourds comme les systèmes Shahed déployés par l'Iran traite le problème de l'économie de coût que la stratégie d'essai de drones du CGRI a précisément été conçue pour exploiter. Lorsque le CGRI lance des drones d'attaque Shahed à usage unique contre la navigation commerciale ou les infrastructures du Golfe,
l'architecture défensive fait face à une asymétrie du coût par engagement où l'intercepteur coûte plus cher que le drone intercepté. Le système Phalanx de défense rapprochée et les intercepteurs de missiles standards sur les destroyers américains sont capables de contrer des menaces de drones, mais ils consomment des stocks d'armes à des rythmes qui favorisent le calcul d'attrition du CGRI lorsque les drones coûtent 100 000 $ chacun et que les intercepteurs coûtent plusieurs fois ce montant. Le canon de 30 mm du Tiger engage le même drone Shahed à un coup par obus qui élimine entièrement cette asymétrie. Le Tiger ne consomme pas un missile standard pour engager un Shahed. Il consomme des obus de canon. La structure de coût retire l'incitation économique de la stratégie d'attrition par SM de drone du CGRI au niveau précis de l'engagement où cette stratégie est la plus efficace. La France est arrivée tard dans la coalition du conflit, mais la capacité qu'elle a apportée en arrivant est précisément calibrée pour la catégorie de menaces qui représente l'option opérationnelle restante la plus rentable pour le CGRI. La plateforme de canonnière AC, un 3.0, mérite une attention particulière dans le contexte du foyer probable de répétition de l'exercice Martyr Commander, parce qu'elle représente une capacité contre laquelle la doctrine actuelle du CGRI n'a pas été précisément conçue pour opérer. L'AK, un 3.0, est une plateforme d'armes à tir latéral construite sur la cellule du CECEN 30 Hercule. Elle emporte une combinaison de systèmes d'armes de 25 mm, 40 mm et 105 mm qui tirent depuis le côté gauche de l'appareil pendant qu'il maintient une orbite en virage autour de la zone ciblée en contrebas. Cette configuration lui permet de livrer un feu de précision continu contre des cibles de surface depuis une position orbitale qui maintient en permanence la zone cible dans son secteur d'engagement sans avoir besoin des passes de mitraillage qu'exigent les avions d'attaque à voilure fixe contre des vedettes rapides opérant depuis des grottes côtières et des entrées de tunnels dans la géographie de l'approche nord du détroit, un AC, un 3.0 en orbite d'attente au-dessus de la zone d'assemblage des sorties peut engager les bateaux lorsqu'ils émergent du couvert, avant qu'ils aient atteint la vitesse et la géométrie de dispersion dont la doctrine d'essaim du CGRI a besoin pour être efficace. La doctrine suppose que l'émergence depuis le couvert côtier est le moment où la force attaquante possède un élan maximal et où la force défensive possède une clarté de ciblage minimale. Un AC, un 3.0, qui orbite au-dessus du point d'émergence avant le début de la sortie inverse cette hypothèse. Les bateaux qui émergent sont ceux qui entrent dans une orbite d'engagement déjà établie plutôt que l'appareil en orbite soit surpris par des bateaux surgissants. L'obus d'obusier de 105 mm transporté par l'AC, un 3.0 possède suffisamment d'énergie cinétique pour neutraliser une vedette rapide à distance de tir direct avec un seul impact. Le canon Bofors de 40 mm engage les cibles à des cadences qui permettent de traiter plusieurs contacts simultanés au cours d'une seule orbite. Si l'exercice Martyr Commander répète la sortie coordonnée de vedettes rapides depuis plusieurs positions côtières dans une exécution d'essaim compressée dans le temps, l'AC, un 3.0 en orbite d'attente au-dessus de ces positions, pendant la fenêtre de sortie est la réponse que la répétition n'a pas été conçue pour vaincre. L'attaque russe de 1560 drones doit aussi être replacée dans ce tableau stratégique plus large parce que l'ampleur de ce qui s'est produit dans la nuit du 13 au 14 mai constitue le plus grand assaut aérien de toute la guerre Russie-Ukraine et son calendrier transmet une communication stratégique qu'aucun analyste militaire ne peut écarter comme une coïncidence opérationnelle. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que l'attaque impliquait plus de 1560 drones d'attaque lancés en vagues coordonnées. Les services ukrainiens de suivi des drones ont enregistré 168 trajectoires distinctes de drones de type Shahed à un seul moment du pic de l'attaque. 14 régions ukrainiennes ont été frappées simultanément, ciblant des infrastructures ferroviaires, des installations logistiques portuaires et des zones résidentielles dans une campagne de saturation spécifiquement conçue pour submerger les défenses aériennes ukrainiennes, dont la géométrie d'interception et les protocoles d'engagement ont été optimisés pour les attaques nocturnes à plus petite échelle qui caractérisaient les phases antérieures de la guerre.
Zelensky a identifié le calendrier explicitement et publiquement. L'assaut a commencé le même jour où Air Force One s'est posé à l'aéroport international de Pékin-Capitale. Il l'a qualifié de délibéré, un message de Poutine à l'OTAN, livré au moment précis où les deux nations les plus puissantes du monde tenaient leur premier sommet bilatéral en une décennie. D'un point de vue purement militaire, la Russie teste si des attaques de saturation diurne à cette échelle peuvent submerger les systèmes de défense aérienne ukrainiens en présentant une géométrie d'engagement pour laquelle les protocoles d'interception des systèmes n'étaient pas calibrés. Mais du point de vue de la communication stratégique, le calendrier est le message. Poutine a lancé le plus grand assaut de drones de sa guerre, 1560 drones simultanément à travers 14 régions, le jour où Pékin et Washington étaient assis dans la même salle, cosignant des lignes rouges sur l'Iran, discutant des ventes d'armes à Taïwan et s'engageant à augmenter le commerce bilatéral de pétrole brut. Et quelque part dans la salle de spin pro-Trump, tout cela est probablement quand même devenu une phrase sur la force. Parce que, apparemment, le calendrier, l'escalade et les conséquences ne sont que des décorations autour de la ligne d'applaudissement. La communication transmise par Poutine est que la Russie peut produire une pression militaire maximale au moment où l'attention et la bande passante analytique américaine sont concentrées sur Pékin et que la contrainte sur l'escalade russe n'est pas la capacité militaire américaine, mais la volonté politique américaine de répondre sur plusieurs théâtres simultanés. La préparation du test du missile balistique indien Ani-6 est le développement de tout ce tableau qui reçoit le moins de couverture proportionnellement à son importance stratégique et cette disproportion est entièrement le produit de la convergence Iran-Russie-Ukraine-Chine qui consomme les ressources analytiques qui seraient autrement concentrées sur l'équilibre nucléaire indo-pacifique. Un an après l'opération Sindoor, la guerre aérienne de 4 jours entre l'Inde et le Pakistan, qui a produit le conflit conventionnel le plus important entre puissances nucléaires de l'ère moderne. L'Inde se prépare à tester le missile balistique Ani-6. La capacité revendiquée, si elle est confirmée lors des essais, comprend une portée de 10 000 km, ce qui place chaque grande ville de la planète dans le rayon de frappe potentiel de l'Ani. 6. Depuis le territoire indien. Il transporte des véhicules de rentrée à ciblage indépendant multiples, ce qui signifie qu'un seul lancement de missile peut livrer simultanément des ogives nucléaires vers plusieurs cibles distinctes réparties sur une zone géographique dispersée. Si ces spécifications sont confirmées, l'Inde rejoint les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni dans le cercle exclusif des puissances nucléaires disposant de missiles balistiques intercontinentaux à tête multiple, indépendamment ciblables ou MIRV. Il ne s'agit pas d'une amélioration marginale de capacité nucléaire à l'intérieur d'une posture de dissuasion existante. C'est une transformation qualitative de la dissuasion stratégique de l'Inde qui arrive dans un environnement sécuritaire déjà déstabilisé par l'héritage de l'opération Sindoor, les 13 000 soldats pakistanais en Arabie Saoudite, l'engagement de parapluie nucléaire du Pakistan envers l'Arabie Saoudite dans le cadre du SMDA et la relation de dissuasion nucléaire indo-pakistanaise en cours, dont l'opération Sindoor a démontré qu'elle n'était pas aussi stable que les évaluations d'avant-conflit le supposaient. La préparation du test de l'Ani, 6. Le déploiement du SMDA, la crise d'Ormus, l'escalade de la guerre Russie-Ukraine et le sommet de Pékin ne sont pas des histoires séparées. Ce sont des chapitres simultanés de la même histoire sur une architecture de sécurité mondiale qui se réorganise plus vite que les cadres analytiques conçus pour la comprendre ne peuvent traiter les changements. Les trois axes forment maintenant le tableau stratégique complet de ce que représente réellement le 14 mai 2026. L'axe financier. Le fait que la Chine cosigne la ligne rouge américaine sur les armes nucléaires iraniennes tout en s'engageant à acheter 600 000 barils par jour de brut américain constitue le mouvement unique le plus important sur l'axe financier depuis le début du blocus. Le calcul du trésor de guerre du CGRI change dès que la réallocation des achats pétroliers chinois, du pétrole iranien vers l'approvisionnement américain et du Golfe devient opérationnellement réel. Ce n'est pas exactement le genre de tour d'honneur propre que le théâtre politique de Trump préfère parce que les tableurs n'applaudissent pas sur commande. La réserve stratégique chinoise de 4 milliards de barils
fournit 4 mois de coussin pendant la transition, ce qui signifie que Pékin peut commencer la réallocation sans faire face à sa propre crise de sécurité énergétique pendant que la substitution se complète. Les 600 000 barils par jour engagés lors de la première session du sommet signalent la direction du processus de substitution dans un format, un accord présidentiel bilatéral inscrit au registre public, que les responsables chinois des achats pétroliers ne peuvent pas ignorer dans leur prise de décision opérationnelle. Combiné à la perte de 500 millions de dollars par jour liée au blocus qui s'accumule déjà et au seuil de fermeture des puits à l'île de Kharg qui approche alors que les opérations de chargement ont cessé et que la nappe de pétrole de 60 et 11 km continue de s'étendre, l'axe financier arrive à court de la marge que supposait la projection d'endurance de 3 à 4 mois de la CIA. L'axe militaire, l'exercice Martyr Commander, quel que soit son contenu précis de répétition, est mené par une organisation dont la capacité navale conventionnelle a été détruite, dont les cités souterraines de missiles ont été éliminées lors de la contre-attaque des 7 et 8 mai, dont le pari de la flotte fantôme a échoué face au ciblage des cheminées d'échappement par les F à Dixuy, et dont la flotte moustique de 500 à 1000 vedettes rapides représente la dernière carte militaire disponible pour les opérations dans le détroit. Les 53 FSIS à la base aérienne Prince Sultan, les sorties d'entraînement des Bunby Lancers au-dessus de la Méditerranée orientale, le pont aérien qui tourne à plein régime, le déploiement potentiel de l'AC, un 3-0 contre des vedettes rapides dans les grottes côtières, les hélicoptères Tiger français avec une capacité de canon de 20 mm contre les drones lourds, et la discussion au Pentagone autour du nom Opération Sledgehammer sont tous positionnés pour répondre à ce que l'exercice Martyr Commander produira. L'axe diplomatique. Pékin a co-signé 2 lignes rouges américaines sur l'Iran lors de la première session bilatérale du sommet Trump-Xi. Les 3 leviers que détient la Chine, la réduction des achats de pétrole, le retrait de la couverture diplomatique et une éventuelle escorte de convois par la marine chinoise, sont désormais un jeu actif plutôt qu'une réserve théorique. Le Pakistan a tracé une ligne rouge autour de l'Arabie Saoudite avec 13 000 soldats et un arsenal nucléaire. L'Arabie Saoudite a confirmé des frappes contre des milices irakiennes. Les Émirats Arabes Unis sont confirmés comme 3e combattant par la frappe contre la raffinerie de Lavan. Et l'équation politique interne iranienne, avec Vaidi qui empêche la faction diplomatique civile de faire des concessions, fait face à la pression venue de l'Est que représente le levier économique chinois, en complément de la pression militaire et économique américaine venue de l'Ouest et du Sud maritime. Voilà où se situe la situation le 14 mai 2026. Et voilà ce que le résultat de la première session du sommet de Pékin signifie pour les 30 jours qui suivent. Le CGRI a besoin que la guerre continue parce que la responsabilité en temps de paix est sa menace existentielle. La logique institutionnelle de Vaidi est cohérente en interne et rationnelle du point de vue d'une organisation dont la survie dépend du récit de conflit qui justifie sa domination. Mais cette logique va directement à l'encontre des intérêts de tous les autres acteurs du paysage actuel. La population civile iranienne a besoin que la guerre prenne fin parce que ce sont les civils qui subissent l'inflation des prix alimentaires, les pannes de courant, les pénuries de médicaments et la destruction économique produite par la perte quotidienne de 500 millions de dollars causée par le blocus. Le gouvernement civil iranien a besoin que la guerre prenne fin parce que l'administration Pezeshkian a été réduite à l'impuissance par la structure de commandement de Vaidi et ne peut retrouver une pertinence institutionnelle que dans un environnement d'après-guerre où les pouvoirs de guerre du CGRI ne sont plus constitutionnellement défendables. La Chine a besoin que la guerre prenne fin parce que la perturbation du détroit d'Ormuz menace sa sécurité énergétique et est utilisée par les États-Unis comme démonstration du fait que la dépendance au pétrole iranien crée une vulnérabilité stratégique inacceptable. Les États du Golfe ont besoin que la guerre prenne fin parce que l'embouteillage des pétroliers piège leurs propres exportations de pétrole à l'intérieur du détroit. L'économie mondiale a besoin que la guerre prenne fin parce que le Qatar a projeté 2 à 3 ans de prix élevés même après la réouverture du détroit. Et l'administration Trump a besoin que la guerre prenne fin à des conditions incluant le démantèlement nucléaire parce que
La première session du sommet de Pékin vient de donner à Washington la première véritable cosignature multilatérale de cette ligne rouge depuis le début du conflit. C'est la partie que le camp Trump vendra comme une fatalité, même si toute l'histoire montre à quel point elle dépend d'acteurs que Washington ne commande pas. Tous les grands acteurs du paysage actuel ont besoin que cette guerre prenne fin à des conditions que la structure de commandement du CGRI n'autorisera pas. Et la Chine vient de rendre le coût du refus d'autorisation par le CGRI mesurablement plus élevé qu'il ne l'était il y a 24 heures. L'exercice Martyr Commander est le son d'une organisation qui comprend ce qui vient de se passer à Pékin et qui n'a aucune réponse sauf du bruit. Les 53 FSIS à Prince Sultan ne sont pas du bruit. Les sorties des Bun Bay au-dessus de la Méditerranée orientale ne sont pas du bruit. Le coussin de réserve stratégique chinoise de 1,4 milliard de barils, qui permet à Pékin de commencer le processus de substitution du pétrole iranien sans risque pour sa propre sécurité énergétique, n'est pas du bruit. Et la perte quotidienne de 500 millions de dollars qui s'accumule pendant que l'Iran mène un exercice nommé d'après des martyrs n'est pas du bruit. Le bruit, c'est ce que produisent les salles de presse lorsque la politique n'a plus de slogan propre. L'histoire ne retient pas les noms des exercices. Elle retient les résultats des décisions qui les produisent. Martyr Commander est un nom. Ce qui vient ensuite est le résultat. Et la première session du sommet de Pékin vient de changer l'équilibre des forces qui déterminent ce résultat. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.